va pouvoir commencer à vous présenter le contexte de cet échange. Merci à vous deux. Merci à vous, merci de votre invitation. On est bon? Oui, on t'écoute. Alors, tout d'abord, bonjour. En date du 19 octobre, nous avons demandé à vous rencontrer suite à la vidéo Coup d'État, qui a été mise en ligne le 17 octobre 2020 sur Internet. Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à nos questions. Si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer. Allons-y. Alors, première question, comment comptez-vous convaincre le peuple et avoir sa confiance pour vous soutenir dans votre renversement de gouvernement? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'obtenir l'adhésion de toute la population, mais d'une partie suffisante de la population qui soit représentative. Votre discours pourrait faire peur à une partie de la population. Bien sûr, mais vous savez, tout peut faire peur à une population. Un homme politique qui se présente à des élections peut faire peur aussi, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il va faire après être élu, s'il y arrive. Il y a toujours une population qui a peur, de toute façon. Et la peur n'est pas un moteur en soi. Maintenant, nous sommes là devant une situation qui est sans issue. Quelqu'un m'écrivait tout à l'heure que soit on fait quelque chose et on a peut-être une chance d'y arriver, soit on ne fait rien et on meurt. Et tout à l'heure, vous me disiez que la population française était à bout. Je pense que c'est une évidence. En tout cas, quand on dit la population française est à bout, on dit une grosse partie de la population le dit et l'exprime. Et à côté de ça, il y a des gens qui peut-être ne le ressentent pas et se sentent très très bien et tout va bien pour eux. Et puis, il y en a peut-être qui ne le disent pas ou qui n'osent pas le dire. Mais il appartient aux gens qui ont un sens des responsabilités de faire quelque chose. Or, pour l'instant, si vous voulez, personne ne bouge. Par conséquent, ceux qui ont un peu le sens des responsabilités sont dans l'obligation morale d'agir pour ceux qui n'osent pas, qui ne veulent pas ou qui ne se rendent pas compte forcément des choses. Donc, l'assise populaire, elle est forcément relative par rapport aux gens qui sont instruits de ce qui se passe, qui s'en soucient, qui ont une conscience citoyenne, entre guillemets, etc. C'est très relatif. Et des gens, effectivement, que nous ne mobiliserons jamais parce que ils se tiennent à l'écart de l'actualité et puis ils vivent très bien sans, si vous voulez. C'est tout à fait possible. Mais dès lors que vous avez une responsabilité publique et que vous avez des gens à charge, bah vous choisissez, soit vous continuez à les laisser se faire massacrer ou écraser, soit vous essayez de faire quelque chose pour eux. Et moi, je suis obligé, je ne peux pas faire autrement que de faire quelque chose parce qu'en effet, je risque d'avoir des enfants qui me diront vous êtes la génération qui n'a rien fait alors que c'était encore possible. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi faire un coup d'État et ne pas passer par les voies des élections en 2022? Parce que les élections, tout le monde a essayé et ça ne réussit pas. Le général Martinez et d'autres veulent se lancer dans les élections, ça ne marche pas. Ils n'en ont pas fait l'expérience, ils n'ont qu'à essayer. Le système est fait de telle manière que tout individu qui arrive avec une volonté d'un tant soit peu maintenir ou restaurer la civilisation est éliminé. Vous n'avez que des naufrageurs qui puissent passer par le filtre des élections. Que des naufrageurs, c'est comme ça que la loi est posée. Vous n'avez qu'à regarder la succession des naufrageurs depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça n'est qu'une longue descente d'escalier. Regardez, le niveau descend à chaque marche. Donc vous voyez bien que ce n'est pas possible. Et on a vu parfaitement des gens qui étaient des gens plutôt corrects ou intéressants en politique, on a vu leur sort, on a vu comment ça s'est passé. Dans toute l'Europe, on a observé que les gens qui avaient un petit peu quelque chose à faire ont été liquidés. La vertu est liquidée. C'est comme ça. Donc les élections sont, Coluche disait, c'est un piège à cons, c'est un piège non seulement à cons, mais c'est un piège aussi à honnêtes gens. Les gens qui y vont seront éliminés. Et puis moi, j'aime bien dire aussi que la politique, c'est un triple filtre. Ça élimine d'abord les gens doux, parce que vous savez très bien que c'est un champ carnassier. Donc les gens gentils ne survivent pas longtemps, il reste 3 semaines. Hein. Moi j'en ai vu des militants, ils arrivent, au bout de 3 semaines, ils sont repartis, on ne les revoit plus jamais. Vous avez ensuite, qui s'en va? Les gens intelligents, ils s'en vont. Et puis, pour finir, les gens honnêtes s'en vont. Parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas possible, dans l'honnêteté, de faire de la politique pour les gens. Il reste quoi? Il reste les gens méchants, stupides et malhonnêtes. Et c'est comme ça que vous avez à la tête de l'État des gens que vous voyez depuis très longtemps. Je ne vais pas les énumérer, vous les voyez, qu'ils sont soit sots, soit malhonnêtes, soit méchants, soit
les deux ou les trois à la fois, mais vous voyez bien que ce sont des gens qui ne sont pas compétents, ce sont des imposteurs, ce sont des gens qui n'ont pas le bien public à la bouche. Ils ont toutes sortes de choses qui n'est pas précisément l'amour du peuple et l'envie de le protéger, de le restaurer dans ses libertés, etc. Il n'en est même pas question. Surtout depuis 2020, alors là, maintenant, c'est totalement évacué. On nous parle beaucoup plus de contrôle, de séparatisme, de confinement. Enfin, on voit bien, il suffit d'écouter. Il n'y a pas besoin d'être un mage oriental pour deviner ce qu'ils ont dans le crâne. C'est tout à fait vrai, oui. Donc, du coup, êtes-vous lié avec le Conseil national de transition français, pardon. J'ai rencontré Éric Fiori il y a des années avant qu'il ne se lance franchement dans son aventure. Je lui ai posé quelques objections, et notamment celle qui m'amène ici, à savoir que s'il n'y a pas réellement un plan pour renverser ce pouvoir, les manifestations sont inutiles. Et créer des textes, créer des conseils, etc., des gouvernements fantômes, ça s'est fait, ça fait très longtemps que ça existe. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on ne vous laissera jamais accéder au pouvoir. Alors vous faites comment ? Je ne dis pas que ce que fait le CNT n'est pas intéressant, je pense que c'est intéressant, et je pense que ça part d'une bonne volonté, mais on peut avoir raison et rester en prison aussi. Et actuellement, le CNT, comme tout le reste de la population, est en prison. Donc comment on fait pour en sortir ? Vous voyez bien qu'il y a une impasse. On ne peut pas aujourd'hui accéder aux institutions, ils font passer par les élections qui sont un piège et qui sont truquées, donc il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Sinon, s'il y avait une autre solution, je vous assure, ça m'intéresse, je suis prêt à l'entendre, mais il n'y a pas aujourd'hui d'autre solution que de renverser ce foutu gouvernement et un certain nombre d'institutions qui vont avec, parce qu'il n'y a pas que ce gouvernement, il y a tout un ensemble. Tout est lié, oui, évidemment. Très bien. Dans votre vidéo, vous annoncez que cette prise de pouvoir est prévue depuis des décennies. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Par des décennies, par des tas de gens qui ont réfléchi à la question et qui estiment que déjà il y a un problème depuis très longtemps. Bon. Moi, plus particulièrement, j'ai réfléchi depuis un peu moins d'une dizaine d'années, mais j'ai pas perdu de temps. J'ai beaucoup travaillé sur cette question, sur l'aspect légitime, d'abord, de la chose, parce qu'on peut pas faire quelque chose qui soit illégitime, sur quelque chose qui soit suffisamment pacifique, parce qu'on peut pas faire un bain de sang, sur quelque chose qui soit suffisamment populaire, parce qu'on ne peut pas se passer du peuple, sur quelque chose qui ne soit pas du saccage, de la déprédation et de la vengeance personnelle ou du ras-le-bol, à la manière des Antifa ou de je ne sais qui, ou des Black, comment ils s'appellent les Black Lives Matter. Non, je pense pas aux Black Lives Matter, mais je les pense Black Blocs en France. Black Blocs. Okay. Voilà, Black Blocs en France. Pour moi, c'est pas possible de semer, si vous voulez, même à raison. Même si on a raison, on n'a pas le droit de faire de la destruction, parce que ça veut dire que vous donnez un signe puissant pour les générations à venir qu'il y a eu une transition à partir du moment où vous avez usé de la violence. Ça veut dire que vous donnez comme modèle de la violence. Donc à mon avis, c'est pas acceptable. Voilà. Et puis il a fallu réfléchir à des choses extrêmement concrètes. Donc mettre de côté le constat, puis réfléchir depuis très longtemps aux choses concrètes et à la manière de faire les choses. Il faut, je crois aussi, réfléchir à ce fait qu'il y a dans l'État un certain nombre de gens qui auront des réflexes de peur et il ne faut pas les pousser non plus à utiliser une répression ou faire basculer l'État dans une dictature ouverte. Donc c'est pratiquement, si vous voulez, je pense qu'il faut avoir une sommation vis-à-vis du gouvernement. D'ailleurs, je vais en faire. Première sommation, vous quittez les lieux. Vous avez le temps encore. Vous pouvez partir, vous rendez les armes et ça se passera bien et le peuple pourra prendre le pouvoir. Et je le ferai moi. Je ne dis pas le peuple en masse parce que ce ne sera pas une espèce de désordre, pour ne pas dire le mot vulgaire, général, avec 4000 personnes qui prétendent prendre le pouvoir, parce qu'on sait ce qu'on risque à ce moment-là. Donc il faut quand même une harmonie et un ton donné, il faut une volonté précise. Mais je crois qu'il faut mettre en demeure le gouvernement de s'en aller une première fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Et puis, au moment, s'il n'écoute pas, s'il n'en tient pas compte de ce que nous disons, s'il ne met pas un terme à toutes ces lois liberticides, et s'il ne prend pas ses bagages et s'il ne s'en va pas, eh bien, il faudra passer à l'action, et ce sera parfaitement légitime. Je le répète, ce sera parfaitement légitime, c'est prévu par la Constitution, par les grands textes. La lutte contre la tyrannie, c'est parfaitement légitime, le droit est de notre côté, pas de celui du gouvernement. C'est un point très important à comprendre. Et ça, je dis ça à tous ceux qui sont dans l'État, les hauts fonctionnaires, les sénateurs, les gens qui ont beaucoup vécu, qui ne sont plus dans la politique politicienne et qui sont, moi j'en ai connu des gens qui ont beaucoup réfléchi, qui sont là depuis extrêmement longtemps et qui sont dans un certain confort loin du peuple, mais qui ont encore une certaine vision de ce qu'est la vie publique, si vous voulez, le bien général. Et ces gens-là,
Ils ont besoin, évidemment, d'être rassurés par quelqu'un qui ne soit pas à la rique débarquant à Rome et foutant le feu partout. C'est évident. Donc, il faut arriver à leur dire, il est temps de changer de système, et vous en êtes tous d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça, je peux vous le dire, mais jusque au fin fond des ministères, vous n'avez personne qui va vous dire qu'il faut maintenir le système comme ça, ou alors c'est des gens qui profitent grassement du système. Mais même des ministres ou des ex-ministres, si vous leur parlez un petit peu, vous dites, bon, il y a un problème, on change d'époque. Ils vont dire, c'est évident, on change d'époque et il faudrait changer le système. Seulement, personne n'est arrivé jusqu'ici. Voilà ce qu'ils vous disent. Donc, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un changement et il faut que ce changement se fasse avec le moins de casse possible. Et c'est pour ça que je le propose. Voilà. Je pense que beaucoup de monde, la plus grande peur aussi, c'est de remplacer un gouvernement par un autre, ou de remplacer un chef d'État par un autre, et qu'en fait, l'histoire se répète encore et encore. Bien sûr, évidemment. Alors, cela dit, j'ose dire qu'on ne peut pas faire pire que ce qu'on a eu depuis quelques années. Et je prétends que si vous prenez 500 personnes au hasard, n'importe où, dans la population civile, vous aurez de meilleurs gouvernements que ceux qu'on a actuellement. Voilà. Vous n'aurez aucun mal à remplacer des Chiappa, des Duflo ou des Ndiaye ou je ne sais quelle valse par des gens. Je veux dire, vous prenez un garagiste, un boulanger, un serveur et une caissière de supermarché ou qui vous voulez, vous aurez un meilleur gouvernement, plus sain moralement, qui fera un meilleur travail, qui sera plus comptable des deniers publics. Enfin bref, avec un peu d'apprentissage, et ça c'est très vite fait, on arriverait à avoir une équipe bien plus décente que ce qu'on a. Bon, ça c'est un premier point. Mais par ailleurs, quelle était la question ? Oui, c'était la remarque. La prise du pouvoir était prévue depuis longtemps. Avez-vous un plan, je pense de toute façon en faisant une vidéo comme vous l'avez faite, mais est-ce que tout est déjà organisé pour ce coup d'État justement ? Alors, ça me reviendra à ce que j'étais en train de dire à l'instant, mais sur le point, on ne peut pas dire que les événements futurs sont tous organisés. Oui. C'est pas possible. Donc, vous faites en sorte de préparer des choses au maximum. Vous partez à la montagne, vous prévoyez tout, vous prévoyez tout le matériel, vous prévoyez un Sherpa, vous prévoyez le chemin, le tracé, et puis après, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir des boulis. Donc, il faut se mettre en situation de faire face au maximum de choses. Et donc, l'intelligence consiste à prévoir le maximum de choses, de prévoir si ce n'est tout, de façon à ne pas se retrouver devant une situation ingérable. Écoutez, je vais laisser un petit peu la parole à mon collègue. Du coup, il va reprendre le reste, les prochaines questions. Je prends le relais. Très bien, merci à vous. J'aurais une question par rapport à vos motivations personnelles et ou politiques à instaurer ce gouvernement de transition. Ah oui, excusez-moi. Je reviens sur la question que vous aviez posée juste avant, cher ami, c'est que vous avez dit il y a une crainte qu'un gouvernement despotique soit remplacé par un autre. Et c'est quand même le moment de dire, avant de passer à la question de monsieur, que je ne crois pas qu'il faille continuer avec les systèmes de gouvernance tels qu'on les connaît. Je crois qu'aujourd'hui, nous savons parfaitement qu'il y a à la surface de la Terre suffisamment de génie, d'inventions, de brevets qui peuvent parer pratiquement à toutes les questions. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui, il n'y a plus de questions qui naît de réponses, de solutions, et par conséquent, ce qu'il faut, c'est faire monter à la surface les solutions qui existent. Or, actuellement, le système politique empêche les solutions d'émerger. Pas seulement le système politique, mais les grosses entreprises internationales, certaines d'entre elles, pas toutes, mais certaines, notamment dans le domaine des énergies fossiles, etc., ne souhaitent pas, par exemple, qu'on puisse développer des alternatives. Vous savez très bien. Bon, donc il y a des blocages, mais il s'agit d'en arriver à une gouvernance où c'est la... J'ai un bébé qui pleure, j'espère que quelqu'un va le récupérer, excusez-moi. Pas de problème. Je vais y aller d'ailleurs, si vous voulez bien, on fait une petite pause. Oui, allez-y. Je suis aussi un papa, et donc je m'occupe de la petite dernière. C'est tout à votre honneur. Eh ben, je me permets de vous poser dans ce cas ma question pour faire la transition. Quelles sont vos motivations personnelles et ou politiques à instaurer ce gouvernement de transition et quelle sera selon vous sa durée ? Alors, ça rejoint un peu la question suivante. Pour la durée, je ne sais pas, mais il faut en tout cas avoir le temps de mettre en place un système véritablement différent, ce qui n'est pas évident. Donc, il y a des questions qui sont liées au sort des institutions, etc. Mais je crois qu'il faut beaucoup dissoudre d'institutions, ça je l'ai dit.
Quant à mes motivations, c'est celle que je vous ai dit dès le départ. Il faut sauver ce pays ou alors il est rayé de la carte, comme bien d'autres d'ailleurs. Et si la France est rayée de la carte, beaucoup d'autres pays auxquels elle fait bouclier vont disparaître également. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui regardent la France avec espoir en se disant mais quand est-ce que les Français vont bouger? Et si ces pays-là voient la France sombrer, ils s'estimeront cuits à leur tour. Et vous aurez une vague de désespérance dans le monde entier. Concernant ce gouvernement de transition, vous listez dans votre vidéo ou dans une de vos vidéos, si je ne veux pas dire de bêtises, vous listez en tout état de cause la mise en place de 8 ministères. Quels seraient-ils? Bon, 7, 8, en tout cas il en faut moins que la trentaine ou la quarantaine qu'on a. Je crois qu'on en a 38 ou 42, je ne sais plus, en tout cas un nombre invraisemblable. Ça me paraît totalement aberrant de conserver un ministère de la femme. Je ne pense pas que les femmes aient besoin d'un ministre qui leur dise quoi faire. C'est typiquement de ce qu'on appelle des fromages républicains qu'on a créés pour y caser des copains et des copines. Et ça permet d'avoir une masse de gens dépendants du système qui soit absolument énorme et donc des votes aux élections. On sait très bien pourquoi ça a été fait. C'est on voulait tenir un maximum de gens sous bride et sous dépendance. Comme le disait un ancien ministre, il me disait, tu sais, il nous faut un maximum de gens sous notre pouvoir avec des revenus qui soient en dessous de 1 500 €. Parce qu'on sait qu'au-dessus, ils vont commencer à sortir du système. Il me le disait comme ça. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Ils sont parfaitement conscients qu'il faut avoir un maximum de gens dans les ministères, dans les mairies, dans les régions, dans les départements, parce que c'est acquis, si vous voulez. Il n'y a plus de souci à se faire avec eux. Tout ce qu'il reste à liquider, c'est des indépendants, des libéraux, des agriculteurs. Bon, le chômeur ne bougera pas, parce que de toute façon, il crève la faim, il cherche à se débrouiller, donc il n'y a pas de problème. L'immigré, c'est pareil, parce qu'il sait très bien que s'il y a un problème, eh ben, on peut l'expulser. Donc on va concentrer le feu sur le résidu de gens qui restent. Alors les mères de famille à la maison, hein, et puis voilà, les populations comme ça qui sont un petit peu encore en marge du contrôle total. Alors cela dit, dans le système, y compris dans la fonction publique, il y a des gens qui ne sont pas sous contrôle, hein, évidemment. Mais vous avez quand même une grosse masse qui dépend de son salaire et qui n'osera... Tous ces journalistes que vous voyez sur les plateaux télé, ils sont tenus. Absolument tous. Et s'ils commencent à bouger un petit doigt, ils sont virés. Regardez la liste des journalistes virés depuis 40 ans, elle est édifiante. Hein. Donc tous ceux que vous avez sur les plateaux télé qui font la chasse aux sorcières ou du procès de leurs invités, c'est des gens qui dépendent étroitement, financièrement, entre autres, du système. Très bien. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parfaitement, merci. Question suivante, la gestion du pays serait-elle remise à des ministres ou à des groupes de coordination? Oh, ça, vous voyez, ça pour moi, vous voyez, ça fait partie de... J'en reçois beaucoup de questions comme ça en ce moment. Comme si déjà, ça y est, c'était fait, on avait gagné, on a renversé le gouvernement. Moi, je voudrais qu'on pose beaucoup moins de questions sur ce qu'on va faire après que sur ce qu'on doit faire tout de suite. Vous voyez, parce que là, vous êtes en train de me dire, bah, une fois qu'on aura sauvé le bateau qui est en train de couler, comment est-ce qu'on va aménager la chaloupe? Qui c'est qui tient les rames? Mais attendez, mais on est actuellement sur un bateau en feu. Donc d'abord, la première des choses, c'est, vous savez, on pourra réfléchir avec des gens qui auront pris des seaux d'eau et qui seront battus contre incendie. Moi, j'ai pas tellement envie de discuter avec des gens qui seront croisés les bras, qui auront laissé faire une équipe, nous en l'occurrence, qui auront fait tout le boulot et qui après éventuellement viendront nous dire, oui, moi je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça, et puis éventuellement je te mets un couteau dans le dos parce que tu as été très bien pour renverser le pouvoir, mais maintenant c'est moi qui vais le prendre. Et moi, je pense qu'il faut rétablir au moins le mérite de gens qui auront dit « mais moi, j'étais là, j'ai été assez présent quand même, et j'ai pas hésité à m'exposer pour faire les choses pour mon pays. » Et je pense que là, on acquiert des titres quand on est capable de s'exposer réellement. Et on acquiert peut-être le titre à la prétention à une responsabilité. Donc bon, ça, je ferme la parenthèse. Ensuite, pour vous répondre sur l'avenir, évidemment, il faut quand même vous donner un début de réponse, mais je crois que nous devons changer complètement de régime politique. Bon, mais quand je dis complètement, c'est complètement. C'est-à-dire que c'est pas un aménagement de la 5e. Je pense que c'est même pas la Constitution depuis qu'elle existe. Je pense qu'il faut repenser aux grands ensembles politiques qui existent depuis l'Antiquité. Vous avez dit que vous souhaitez, je cite, « rendre à la nation le droit de se gouverner elle-même ». Fin de citation. Quelle serait la place des citoyens dans ce gouvernement de transition?
Alors, il ne s'agit pas de faire seulement un gouvernement de transition, il faut faire un gouvernement pour du très long terme, parce qu'il ne s'agit pas que les problèmes reviennent après une période donnée. Je crois qu'il faut installer le peuple dans la décision, qu'il soit, je crois, l'inspirateur des lois, en fait. Je ne vois pas comment on a réussi à faire en sorte qu'un petit groupe de gens élus, une fois tous les X années, décide dans des partis et des commissions quelles lois il faut répondre, sans aucun lien avec la population. Moi, je ne sais pas si vous avez un contact avec votre député, je suppose que non, et en aucun cas, si vous allez le voir, il ne va vous écouter en réalité, ni mettre en œuvre une loi que vous lui inspireriez, parce qu'il dépend de son parti, il dépend d'autres intérêts. En fait, il n'y a plus aucun lien entre le législatif et le peuple. C'est de la foutaise. Bon. De temps en temps, il y a quelqu'un qui fait un discours en disant oui, c'est pas bien, le peuple est maltraité, tout le monde applaudit, tout le monde est content, c'est partagé sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'être dans une démocratie. C'est de la foutaise. Le peuple, en fait, n'existe pas. C'est simple. Donc il faut le faire exister. Et donc, il faut qu'il soit consulté, je pense, de manière systématique ou quasiment systématique, sauf pour les questions extrêmement spécifiques. Mais je crois que sur 99% des questions, il faut que le peuple soit à l'origine de la décision. Et le décisionnaire aussi. Alors après, il faut alimenter une information du peuple parce qu'il pourrait très bien un jour décider que, je ne sais pas moi, il a une haine absolue des Prussiens ou des Allemands et donc il faut lui faire la guerre. On a connu ça. On a connu, avant la Première Guerre mondiale, le peuple avait un terrible ressentiment contre les Allemands à cause de l'affaire de l'Alsace-Lorraine depuis 1870. Bon, et donc le peuple était porté à vouloir faire une guerre. Bon, peut-être qu'il eût été bon à l'époque qu'il y ait une assemblée qui puisse compenser en disant attention. Où est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes sûr qu'il faille aller jusqu'au bout? Ça risque de coûter cher. Manque de ça, on est parti dans cette abominable guerre 14. Donc, il faut que le peuple soit beaucoup plus impliqué dans la gestion du pays. Il faudra aussi qu'il y ait un éclairage donné au peuple par des gens qui soient vraiment des gens extrêmement forts dans leur domaine. Vous savez, je dis souvent, dans un avion, le commandant de bord, il n'est pas élu par les passagers. Ah oui. Ça ne marcherait pas, hein. Bon, d'accord? Parce que le mec a le plus beau discours et tout, il ne sait pas forcément piloter un avion. Donc, je crois qu'il faut, dans un bon régime, qu'il y ait une chambre ou une assemblée de gens qui soient véritablement très, très, très forts dans leur domaine. Jadis, un ministre de la mer, c'était un ancien mousse, un ancien marin, quelqu'un qui s'était battu, qui était capitaine, et voilà, c'était des gens qui étaient ministres pendant 25, 30, 40 ans. C'est des gens qui connaissaient parfaitement la question. C'était pas un uluberlu qui venait des télécoms ou du ministère des Finances, ou comme c'est le cas aujourd'hui. Vous avez des gars, ils sont à l'agriculture, hop, ils vont à l'éducation, puis ensuite ils se retrouvent au final. Non, mais c'est du délire. Ce sont des imposteurs, c'est des usurpateurs, c'est scandaleux. Pour faire suite à cette thématique de la gouvernance, souhaitez-vous que soit rédigée une nouvelle constitution? Si oui, serait-elle rédigée par le peuple français? Et pouvez-vous peut-être nous parler aussi du référendum d'initiative citoyenne, par exemple, des assemblées constituantes, etc. C'est ce qu'on disait à l'instant. Il faut effectivement, d'une manière ou d'une autre, et ça il faudra en parler avec la population, que le peuple puisse s'exprimer, et non pas seulement s'exprimer pour donner son avis, comme on a vu le cas avec les cahiers de doléances qui n'ont servi strictement à rien, mais que réellement il a un pouvoir législatif, entre autres. Peut-être qu'il peut aussi être consulté sur la nomination des juges. C'est pas idiot. Pourquoi est-ce que les juges sont nommés par qui d'abord? Pourquoi est-ce que tous ces juges qu'on a et qui n'arrivent pas à faire une justice correcte ne dépendent pas du tout de la population? Moi, j'estime qu'il faudrait, au bout d'un moment, qu'un juge, ça fait quand même 10 fois qu'il relâche un gangster et qu'il enferme des braves gens. Peut-être que les gens pourraient être consultés et voter et peut-être se prononcer sur et mettre des doutes au sujet d'un juge qu'on remplacerait. Après tout, hein, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Il est haï par le peuple, ce juge est incompétent, il est haï par le peuple, en tout cas, voilà, il est viré, qu'est-ce que vous voulez? Et alors, c'est quand même pas scandaleux. Ça me paraît pas impensable que le peuple puisse être présent de manière beaucoup plus efficace dans les décisions nationales et quotidiennes. Bon. Et puis plein d'autres choses. Moi, je crois qu'il faudrait, par exemple, également que la fonction publique soit sous le contrôle du public. Parce que le public, il ne faut pas l'oublier, même en République, il est censé être souverain. C'est lui le patron. C'est le public qui est souverain, c'est lui qui paye les gens, les fonctionnaires. Or, vous avez des fonctionnaires qui estiment être les patrons du public, qui se permettent d'être arrogants, qui se permettent de bousculer des gens, de les matraquer, de les éborgner. Mais c'est une inversion totale. Un fonctionnaire du 19e siècle, ce ne serait pas permis ça n'existait pas, parce qu'ils avaient un scrupule dans leur métier au service
de la population. Donc je pense qu'il faut que la population puisse blâmer et foutre à la porte des mauvais fonctionnaires. Et je crois qu'il faudrait qu'au bout de 2 plaintes qui auraient abouti, je crois qu'un fonctionnaire devrait perdre sa situation. Moi, je pense. Parce moi, je vois des excès absolument scandaleux. Je vois tous les jours des lettres, parce qu'on m'en envoie, de gens qui reçoivent des lettres de menaces de la part de fonctionnaires. Et en violation complète du code pénal, et puis de la vérité. Ils mentent, ils manipulent la loi. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Donc il faudrait que ces personnes puissent dire, je me plains auprès de telle médiation, je me plains auprès de telle assemblée, et je dépose nommément un recours contre tel fonctionnaire qui a été pris en flagrant délit de mensonge, de manipulation, de menaces, etc. Voilà. Et je pense que ce serait tout à fait normal et souhaitable. On aurait ainsi des fonctionnaires qui seraient beaucoup plus scrupuleux, prudents, et qui rendraient véritablement des comptes à la nation. Je fais une transition par le fait avec les fonctionnaires. Comment envisagez-vous de gérer la sécurité des citoyens? Vous savez que c'est une question fondamentale pour les citoyens que de se sentir en sécurité. La sécurité, ça fait partie du devoir régalien de l'État. Il est toujours délicat de retirer à la population une fonction pour la confier à l'État. C'est toujours délicat parce que dès lors que vous la retirez à la population, vous privez la population de cette capacité à faire les choses. Donc il faut quand même, d'une certaine manière, entretenir chez la population la capacité à se défendre. Parce que si elle ne fait que dépendre d'une police qui ne vient, par exemple, jamais, là, il y a quand même un problème. Donc je crois d'une certaine manière, il faut quand même une certaine culture de la défense du territoire, de sa famille, etc. Moi, je trouve, par exemple, qu'on manque d'hommes aujourd'hui. C'est quand même un problème. Donc des femmes sont agressées, personne ne bouge, il y a un problème. Donc vous ne pouvez pas dire l'État s'occupe de tout, parce que si vous attendez l'État, vous êtes encore là, on vous dit, oui, moi j'ai déjà fait l'expérience, vous appelez la police, on passera lundi. Vous avez un cambriolage chez vous, oui, lundi, on viendra vous voir. Voilà, vous voyez. Donc il y a quand même un problème, c'est qu'il faut que le citoyen puisse au moins se défendre, s'autodéfendre, et ne pas être condamné à 25 ans ou à 10 ans de prison parce qu'il s'est défendu chez lui. Bon, parce que vous savez très bien comment ça se passe. Si vous esquissez une défense, c'est vous qui vous faites saquer, et éventuellement c'est l'agresseur qui porte plainte contre vous. Donc là, il y a quand même un problème. Mais ensuite, sur la défense générale des citoyens et du territoire, c'est évidemment l'État. Voilà, c'est évidemment l'État, donc il y a un coût, et donc il y a un impôt qui est attaché à ça, mais qui est attaché à cela, et pas à 36 000 choses. Hein, l'impôt de la défense nationale, c'est pas l'impôt pour financer des soldats qui iront soutenir une république pétrolière ou bananière. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, on abuse de l'impôt, on envoie des soldats partout, soutenir des causes assez douteuses parfois, au péril de leur vie. Donc il faut une défense nationale, il faut une sécurité intérieure, il faut la rétablir. Je pense qu'il faut beaucoup moins de fonctionnaires. Il faut des fonctionnaires avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de liberté d'action, parce qu'un flic ne peut rien faire aujourd'hui. Dès lors qu'il sort son revolver, c'est fini, il a des gros problèmes. C'est sur lui que le problème va s'appesantir. Donc il y a plein de choses à remettre dans l'ordre, c'est évident. Mais on n'a pas besoin d'avoir des dizaines de milliers de policiers, je ne pense pas. Vous savez qu'au G7, je le disais dans une vidéo tout à l'heure, au G7 à Deauville, il y avait 37 000 policiers. Mais vous vous rendez compte, mais c'est une armée, c'est énorme, 37 000 policiers pour protéger une douzaine de chefs d'État. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais ça coûte des milliards, tout ça, c'est énorme. Hein, l'armée allemande, c'était 50 000 hommes. L'armée allemande, 50 000 hommes en France. Vous voyez un peu. Donc, il fallait remettre un peu les pendules à l'endroit dans un état normal. Si vous regardez les sommets des années 50 ou 60, bon, vous aviez 150 policiers, c'est un gros déploiement déjà. Pas 37 000, enfin, où est-ce qu'on est? Donc il faut remettre les choses à l'endroit. Il y a beaucoup trop de policiers qui ne sont d'ailleurs pas formés, qui n'ont pas le droit de se servir de leurs armes, qui n'ont pratiquement aucun droit, si ce n'est de se faire saquer par leur hiérarchie. Ça colle pas, quoi. Il y a un gros problème. C'est le désordre total. Dans votre vidéo coup d'État, vous vous êtes défini en tant que potentiel chef de gouvernement. Quelles seraient les conditions d'accès au pouvoir de votre successeur? Parce que je vous pose cette question-là parce que dans la vidéo, il était traité d'un gouvernement temporaire qui pourrait aboutir sur un autre gouvernement ensuite. Alors je ne sais pas si les choses ont évolué dans ce que vous avez décidé de faire. En tout cas, j'aimerais pouvoir vous inquiéter sur le rôle justement de ce chef de gouvernement et des conditions de son fonctionnement, de son action au sein du gouvernement et de la société française. Je pense sincèrement que dès lors qu'on aura détricoté de la loi, de l'impôt, du ministère, que le peuple sera impliqué
beaucoup plus, et que les conditions auront profondément changé, on pourra réfléchir à une accession au pouvoir selon ces règles. Cependant, je crois qu'un bon gouvernant ne fait pas parler de lui. Les pays les plus agréables à vivre, c'est les pays où les gens ne connaissent même pas le nom du Premier ministre. On ne connaît pas, il n'y a pas de scandale, il fait son boulot, on ne sait pas qui c'est. Tous les pays où les gens sont très connus, c'est qu'il y a un problème. En France, vous avez en permanence ces ministres et ces chefs d'État qui parlent. En fait, c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui vous disent comment vivre au jour le jour. Et je pense qu'il faut abolir cela. Donc la question de savoir qui va être le gouvernant ne devrait pas avoir autant d'importance à vos yeux, puisqu'en fait, il ne devrait être que l'exécuteur des volontés populaires sous ces différentes formes et sous ces différentes institutions, chambres, etc., délégations, etc. Le gouvernant, il devrait simplement prendre acte de la décision populaire et mettre en œuvre, c'est tout. Et d'ailleurs, moi maintenant, ça me heurte quand je vois un candidat à l'élection qui dit « mon programme sera tel », mais je dis « mais ferme ta bouche ». Qui es-tu pour te permettre de dire que moi, mon programme, je vais faire telle chose, les Français vont vivre de telle manière? Je trouve que c'est un culot absolument phénoménal. Un chef d'État devrait d'abord dire, moi, je suis là juste pour faire en sorte que vous viviez libre, que vos volontés soient faites, et je dois vous protéger, ça c'est sûr. Je dois quand même assurer certains devoirs, mais ce n'est pas à moi de dire comment vous allez vivre et comment vous allez gagner votre vie. Je dois assurer votre perpétuation, la descendance, la survie, le confort matériel autant que possible, en mettant des barrières à des choses qui pourraient vous nuire. Donc protéger les frontières, par exemple, et puis empêcher des monopoles commerciaux ou des monopoles étrangers de mettre le pays en charpie ou d'abuser de la situation. Voilà le rôle de l'État. Voilà. Et donc, ça veut dire que si on s'en tient aux devoirs régaliens et aux droits régaliens de l'État, ça veut dire qu'il va reculer sur des tas de plans où il n'a rien d'affiche et où on va pouvoir rétablir des gens de talent, de métier, de savoir, et alors les choses, vous verrez, tourneront beaucoup mieux. L'État, de manière générale, si vous voulez, n'est pas compétent dans beaucoup de domaines. Il ne sait pas faire dans beaucoup de domaines. Il y a des choses qu'il sait faire, mais très très peu. Ce qu'il sait faire, il faut le laisser faire, mais ce qu'il ne sait pas faire, il faut qu'il arrête de le faire. Il le fait mal, il dépense énormément d'argent, il utilise des gens incompétents. Par exemple, ce n'est pas l'État qui va vous expliquer comment il faut gagner de l'argent. Ce n'est pas possible. Vous allez dans une chambre de commerce, vous tombez sur des gens qui ne connaissent rien. Bon, ils sont gentils, mais ils n'y connaissent rien. La plupart du temps, à moins que ce soit d'anciens entrepreneurs. Mais vous allez dans les chambres de commerce consulaires que vous avez à l'étranger. C'est des gens, on devrait dissoudre tout ça. C'est des gens totalement incapables de vous aider. C'est des fonctionnaires qui ne connaissent rien. Ils n'ont jamais gagné un centime de leur vie. Et ces gens-là vont vous expliquer comment faire des contrats à l'étranger. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Moi, j'ai fait ça pendant des années et des années. Je tournais autour du monde. Je les ai vus, ces postes d'expansion économique. Mais c'était de l'imposture complète. Je sortais de là, je dis, bon, ça faut dissoudre. Ça, c'est certain. Donc, l'État, il faut qu'il sorte de ces soi-disant activités qu'il se plaît à gérer et remettre là des gens véritablement compétents. Très bien. Et ça, il y a un champ libre. Merci pour votre réponse. Comme j'ai pu vous le dire en introduction avec ma collègue, nous sommes sur cette chaîne nous prônons un principe de totale liberté d'expression. C'est pour cela qu'on essaye, comme vous l'avez constaté, de vous laisser le champ libre pour vous exprimer. Pour autant, comme vous vous en doutez, il y a des questions qui peuvent être plus sensibles, et nous, on ne souhaite pas forcément tomber dans la langue de bois, donc je vais vous poser une question un peu plus difficile, on va dire, mais en même temps, je pense que vous aurez vos explications, donc je me permets de vous poser cette question. Dans une de vos vidéos, vous avez mentionné votre intention de détruire certains monuments. Cette vidéo a créé beaucoup de questions au sein de la population, beaucoup de réactions. Est-ce que vous pouvez nous exprimer les choses par rapport à cela ? C'est dans une autre vidéo, et j'ai clairement dit que je trouvais absolument scandaleux, d'une part, qu'il y ait une sorte d'idolâtrie publique financée avec l'argent des gens autour de monuments de pierre. Ce n'est pas le propre d'un État de dire vous devez vous prosterner devant tel monument de pierre, ça s'appelle de l'idolâtrie. Vous érigez des nouveaux dieux, et vous dites voilà, ce sont vos dieux, et vous devez les respecter. Et si quelqu'un vient gratouiller un peu dessus, c'est un scandale, on va le faire arrêter. Et vous avez mobilisation du préfet, de toute la presse bien pensante que c'est un scandale. Donc je pense que là, l'idolâtrie, il faut que ça s'arrête. Il était question, en l'occurrence, d'Oradour-sur-Glane. Deuxième chose, on refuse qu'il y ait la moindre discussion au sujet d'événements historiques, ce qui est un scandale total. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de réfléchir à la question. Donc, à partir de demain,
on va interdire le droit de penser que Vercingétorix, peut-être, était un ami des Romains. Il se trouve que Vercingétorix a fait effectivement son service militaire chez les Romains. Ah, on n'a pas le droit, de le dire, c'est un scandale, vous irez en tôle. Ça ferait rigoler tout le monde. Parce qu'un historien doit pouvoir travailler et émettre des hypothèses, comme un scientifique. Si en science ou en histoire on dit il y a des vérités obligatoires et c'est comme ça, on a la situation. D'ailleurs, dans le monde médical, en science, c'est la même chose. Il y a des vérités officielles, on n'a pas le droit de les remettre en cause. Donc je pense que cette idolâtrie doit cesser. Cette idolâtrie financée par de l'argent public doit cesser. Les religions obligatoires doivent cesser également. Il faut une liberté et il faut pouvoir, je crois, bazarder tout ça. Il n'y a aucune raison qu'on consacre des millions, des dizaines de millions à des monuments de pierre qui nous imposent une vérité sur Oradour-sur-Glane. Tandis que pendant ce temps-là, vous avez des gens qui crèvent de faim dans la rue. Si vous voulez, il y a un problème quand même. Il y a un gros problème. Et par ailleurs, certaines personnes qui se sentiraient impliquées dans tout cela pourraient se sentir aussi, se sentent instrumentalisées par ce qui serait une pensée obligatoire, comme on a eu avec les journalistes. Les journalistes, c'est très intéressant parce que les journalistes, c'est une caste un peu à part, vous l'avez remarqué. Les journalistes estiment qu'ils ont un droit à informer qui les absout d'absolument tout. Vous l'avez remarqué. Donc, si vous remettez en cause tel journaliste, vous vous attaquez à toute une corporation, au droit de la presse, au droit d'expression, etc. En fait, vous vous attaquez à une religion, une véritable religion d'État. De ce fait, ils se sont permis depuis très longtemps d'apostasier des gens, de persécuter des gens, de diffamer, de mentir, de calomnier, mais sans aucun risque, puisque c'est une sorte de pouvoir à part. Vous avez le judiciaire, l'exécutif et le législatif, mais vous avez aussi la caste médiatique qui a absolument un pouvoir considérable et qui peut se permettre de dire n'importe quoi sans aucune espèce de sanction. Il n'y a pas de sanction du journaliste qui ment effrontément. Vous avez remarqué, on a eu des guerres récentes, notamment en Libye par exemple, il y a eu des campagnes, ou en Irak, il y a eu des campagnes extrêmement importantes en faveur de ces guerres, les journalistes n'ont jamais été sanctionnés. Ça a occasionné des centaines de milliers de morts, notamment des petits-enfants. Pas de sanctions. C'est quand même extraordinaire, enfin, vous vous rendez compte. Donc moi je crois en la fin de toutes ces espèces d'obligations morales, l'obligation de penser, l'obligation de se prosterner devant des idoles ou devant des histoires officielles. Je crois au respect, sans doute, évidemment, je crois au respect des choses, mais je préférais des monuments vivants que des monuments morts. Je ne tiens pas spécialement à ce qu'on célèbre la mort, si vous voulez, parce que c'est quand même assez morbide tout ça quand on y pense. C'est assez morbide. Alors je comprends très bien qu'à Hiroshima, on maintienne un monument parce que quand même ce qui s'est passé là, ça a marqué l'histoire de l'humanité d'avoir détruit tous ces innocents d'un coup d'un seul. On ne peut pas l'effacer, évidemment. Mais il ne faut pas non plus, et ça n'est pas le cas, il ne faut pas que ça devienne au Japon une espèce de religion, si vous voulez, un retour dans les plaies et dans la chair et dans les os broyés, si vous voulez. C'est pas en permanence cette espèce de culture de culpabilisation avec une mise en accusation permanente des Américains. Ce n'est pas ce que les Japonais font. Ils se souviennent d'un drame, mais ils ne sont pas dans l'accusation permanente. Et là, en France, on est beaucoup là-dedans. On est beaucoup dans on est tous coupables, il faut se flageller, il faut pleurer, il faut payer, et puis il faut adorer à genoux. Et ça, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis maintenant, ça suffit. Ça suffit. Je crois qu'il faut se libérer de ça. Je vous remercie pour votre réponse. Je vais passer le relais à ma collègue pour la suite des questions. Oui, alors toujours dans ce contexte de coup d'État, vous avez annoncé une réduction drastique des impôts et la réduction des taxes. Vous annoncez également la réduction des dettes des citoyens et certaines amendes, car car vous citez de l'argent, il y en a. Pour vous, où est cet argent? Alors, il y a deux volets là-dedans dans cette affaire. D'abord, l'argent, il y en a puisqu'il y a des ministères qui sont financés. On est d'accord? Bon. Alors, regardez la part du fonctionnement de la sphère publique en France. Le premier budget français, vous savez ce que c'est? Non. C'est l'éducation nationale. Bon. Est-ce que l'éducation nationale est compétente à votre avis? Du tout. Bon. Donc là, vous avez un problème. Vous avez des milliards et des milliards et des milliards dépensés en pure perte.
non seulement des pensées en pure perte, mais qui financent la destruction des intelligences, de la pudeur de l'enfant, de son instruction, de sa socialisation, etc. On sait ce que c'est que l'école aujourd'hui. Alors je ne généralise pas, mais c'est un sujet que vous savez que je connais un petit peu quand même. Il y a d'excellentes écoles encore, heureusement, mais en gros, si vous voulez, c'est un échec. Bon. Là, vous avez un budget absolument considérable. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je crois qu'il y a d'excellents cadres de l'institution, de l'éducation nationale, qu'on devrait appeler d'ailleurs instruction publique, comme c'était le cas, parce que ce n'est pas un ministère à faire de l'éducation, il est chargé de l'instruction des enfants quand les parents ne peuvent pas la faire. Mais on pourrait faire beaucoup mieux avec des gens qui sont compétents et qui sont dans le système, et qui sont les premiers à en souffrir d'ailleurs. Hein. Parce que les bons dans le système, ils sont écrasés. Ça, vous le savez. En général, c'est dans les systèmes en République, le bon, il descend, il est écrasé, puis l'usurpateur, le truand, il monte. Hein. Ça, c'est vrai dans tous les services. C'est un phénomène universel. Hein. Moi, j'entends des gens me dire ça dans l'armée, à l'hôpital, à l'éducation nationale, en justice, partout. Bon. Donc, on pourrait faire très très bien avec les bons éléments qu'il y a partout. On pourrait énormément économiser d'argent. Énormément. Je vous le répète, de l'argent, il y en a. Deuxième volet. Alors, dans le même volet, il faut mettre aussi la dette. Vous savez que l'intégralité de l'impôt des Français est bouffée par l'intérêt de la dette. Je ne dis même pas la dette. L'intérêt. Donc, vous avez la dette et puis vous avez l'intérêt. L'intégralité de l'impôt est bouffée par cet intérêt seulement. On n'a même pas touché à la dette. Donc, en fait, ça veut dire qu'on ne résoudra jamais le problème de la dette. Les gens qui disent qu'il ne faut pas dissoudre la dette n'ont pas songé simplement à cette question que, puisqu'on ne peut pas résoudre le problème de la dette, elle va nous rester donc jusqu'à la fin des temps. Et que ce n'est pas envisageable, puisqu'on ne peut pas la payer. Les Français ne peuvent pas la payer. Vous faites quoi? On est obligé de la dissoudre, on ne peut pas faire autrement. Donc on va la dissoudre. D'ailleurs, on l'a fait pour des pays d'Afrique que nous avons aidés, ça a marché. On peut parfaitement dissoudre la dette. On peut repartir à neuf. Donc ça, c'est tout le premier volet. Et puis, je ne vous parle pas de ces milliards dépensés dans toutes sortes d'associations, organisations, sectes et compagnie, les subventions aux médias, les subventions à des tas d'organisations. Ça représente des sommes mais énormes. Et vous n'avez pas une idée de l'argent qu'il peut y avoir. Par ailleurs, deuxième volet, vous avez le fait que quand vous baissez la taxation, le racket fiscal sur un pays, eh bien, ça attire énormément des investisseurs qui cherchent à placer leur argent. Parce que l'argent dans une banque, ça dort, ça ne vous rapporte rien. Mais si vous pouvez investir sur un jeune homme, comme j'en ai connu un dans le Cotentin, qui avait inventé la moto à 2 roues motrices et qui n'a jamais trouvé d'investisseur en France, qui a dû partir. Bon, le mec, il invente une moto qui fait du tout-terrain, quoi, qui gagne le Paris-Dakar, qui gagne le Touquet. Bon, vous voyez, toutes les courses, il les gagnait parce que sa moto, elle était 2 roues motrices. Personne en France n'a voulu l'aider. Mais vous auriez aussitôt des entreprises internationales qui viendraient investir de l'argent là-dessus. De même, vous avez des gens qui ont des procédés paramédicaux qui sont extraordinaires pour soigner, pour diminuer des maux ou des maladies. Vous avez toutes sortes d'inventions dans tous les domaines. Moi, j'ai connu quelqu'un également qui avait découvert, qui avait créé un brevet d'une banane qui poussait dans le désert sans eau et qui était très abondante et qui pouvait nourrir des gens dans le désert. Donc, si vous voulez, si vous relâchez la pression fiscale, si vous faites baisser la pression fiscale, vous allez attirer énormément de gens et d'investissements. Et à ce moment-là, vous allez voir, c'était une explosion. D'ailleurs, je rappelle, en Irlande, ils ont abaissé une TVA à 5%, si je ne me trompe pas. Tout le monde y est allé, hein. Google, Microsoft, tout le monde est allé en Irlande parce que c'était plus intéressant d'y être. Et bien, c'est ce qu'on va faire en France. Moi, je pense qu'il faut supprimer la TVA que la France a inventée et qu'elle exportait bien malheureusement. On n'a pas besoin de TVA, taxe sur la valeur ajoutée, ça veut dire quoi? Vous créez de la valeur, il faut vous taxer. Mais au contraire, il faudrait vous féliciter d'avoir créé de la valeur. Bon. Donc, vous supprimez cette TVA, vous supprimez un certain nombre de choses et vous allez faire revenir énormément d'argent. Et là, vous aurez un profit beaucoup plus grand pour tout le monde, y compris pour l'État, évidemment. Très bien, merci beaucoup. Question suivante, du coup. Comment envisagez-vous le travail en France? Le travail en France? Bah, le travail en France est totalement sinistré. Il est sinistré. Vous n'avez plus le droit d'avoir de l'entreprise libre, pratiquement. Pratiquement, on vous tolère en tant qu'indépendant, libéral, agriculteur, mais enfin, on vous braque toute la journée. Et donc, vous avez la fonction publique, où vous pouvez encore travailler, mais dans quelles conditions? Et puis, quoi d'autre? Ben après, vous avez les chômeurs, et puis vous avez des chômeurs qu'on bazarde d'ailleurs au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas que les statistiques montent, donc ils sont très vite en fin de droit, et puis on perd leur dossier, ils ont loupé un rendez-vous, hop, ils sont radiés. Le travail, il est mort en France, pratiquement il est mort. Donc ça va être, justement, c'est un gros problème, c'est qu'on a perdu beaucoup de savoir-faire, des gens qui savaient faire des choses, qui ont disparu. Donc ça a demandé du temps pour que ces savoir-faire reviennent, ça a demandé un certain temps. Nos parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents, c'était des gens extraordinaires, ils avaient des savoir-faire.
ils transformaient les choses. Vous le voyez, vous aviez des savoir-faire extraordinaires. Moi, je rencontre des gens aujourd'hui en France, malheureusement, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas beaucoup de formation. C'est rare que je vois un maître dans son domaine, hein. C'est très très rare. Alors qu'autrefois, la population maîtrisait ses savoir-faire, hein. Elle avait une grande maîtrise. Vous voyez, c'est dramatique. Quand vous bousillez le travail, vous bousillez les gens qui ont des savoir-faire, et donc ça devient quoi? Vous croyez qu'à l'université, à la fac, on apprend des trucs? On apprend des métiers? On fabrique à devenir chômeur. On vous fabrique des wagons et des wagons de futurs chômeurs. On bourre le crâne avec des savoirs spéculatifs et abstraits qui ne correspondent pas à des savoir-faire, et des métiers et des maîtrises. Donc, du coup, les jeunes n'ayant pas de véritable maîtrise, ils ne trouvent pas d'activité, évidemment. Enfin, donc, il faut effectivement restaurer le travail. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non? Nous, on pose les questions, non, en principe. Hein. Je me permets, collègue féminine. Alors, à moi de vous en poser une. Tous les deux, est-ce que vous avez toujours travaillé? Oui. À de très rares exceptions, très peu de temps au chômage, mais sinon quasiment toute la vie. Mais il faut bien se rendre compte, vu que c'est la petite parenthèse où on donne notre avis, c'est que tout le monde n'a pas forcément le même parcours, les mêmes facilités, et les mêmes enseignants, etc. Donc c'est un problème qui est très large, effectivement, à mon sens. D'accord. Mais vous avez donc été confronté à des situations ou à des gens ou à un entourage qui a été confronté au chômage? Voilà. Évidemment. Pensez-vous qu'il y a assez de travail pour tout le monde en France? Ah oui, oh là là, vous n'avez pas idée. Moi, je suis en train de créer une activité qui va être une fantastique solution pour la planète, pour la dépollution. Je vous assure, on n'a pas assez de gens pour faire le travail qu'il y a à faire sur Terre. Vous savez, aujourd'hui, on met en application, c'est ce que je disais aussi hier, on met en application en mathématiques les découvertes des années 1900-1910. Seulement. Tout ce qui était découvert depuis, c'est pas encore en œuvre. Parlons de la chimie, biochimie. Allez au CNRS, vous allez voir le nombre de choses qui n'ont jamais été mises sur le marché. Jamais, parce que les politiques ne veulent pas, parce que c'est trop tôt, parce qu'on est encore dans l'ère préhistorique. C'est hallucinant. Aujourd'hui, on pourrait faire des choses absolument extraordinaires, donner du travail à tout le monde. Par exemple, voilà une chose que je ferai en France, c'est que j'instaurerai un mode de transport beaucoup plus moderne que tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a est complètement archaïque, hein, le train, le TGV, l'avion, totalement archaïque. Ça coûte cher, c'est compliqué, il faut aller à la gare, il faut se garer, il faut prendre un ticket, on le perd, on se fait contrôler, on sort du train, on prend le métro, un autre ticket, on prend le bus, enfin, c'est le merdier. C'est totalement ridicule. Demain, ce qu'il nous faut, c'est du porte-à-porte. Moi, je sors de chez moi, je veux aller boire un verre à Berlin, il faut que j'y sois dans 25 ou 30 minutes. Voilà, là, ça deviendrait sérieux, là, si vous voulez. Ou alors, je vais au boulot le matin, je m'installe dans quelque chose qui m'emmène à 400 ou 500 km/h, et puis, ça paraît fou ce que je dis, mais techniquement, c'est parfaitement possible. Et puis, qui m'amène devant l'immeuble où je travaille. Exactement, et pas à 5 km. Bon, donc ça, par exemple, le transport porte-à-porte est parfaitement possible. Techniquement, il n'y a aucun problème, et à très grande vitesse. Vous pouvez parfaitement avoir des véhicules qui se croisent sans tout l'arsenal que vous avez autour de la sécurité routière, les ronds-points qui coûtent des fortunes, les gendarmes, les radars, les panneaux de signalisation, le marquage au sol, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, on peut parfaitement avoir des déplacements à très haute vitesse, singuliers, enfin unipersonnels, ou 2 personnes, 4 personnes. On peut parfaitement faire les choses. C'est ça qui serait intéressant, c'est que la France lance ce genre de transport extrêmement rapide, ce qui ferait que les gens qui sont dans le Limousin ou en Auvergne puissent aller travailler à Paris ou en région parisienne en un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Aujourd'hui, vous mettez 4 heures pour aller à Marseille. Enfin, c'est pitoyable. Pour moi, c'est pitoyable. Et quand vous prenez l'avion, c'est pareil, parce que vous êtes obligé de vous présenter 2 heures avant l'embarquement. Donc, à peu de choses près, puis vous avez ces contrôles, et puis on soulève cette énorme masse de ferraille. À mon avis, ça n'a plus de sens, quoi. On peut parfaitement se déplacer très rapidement aujourd'hui. En utilisant l'énergie libre, par exemple? Oui, ou même l'énergie électrique. Aujourd'hui, vous pouvez faire des systèmes de rails électromagnétiques sur les autoroutes, sur l'emplacement des autoroutes. Voilà, moi j'ai fait un travail avec une école informatique il y a quelques années, et ils avaient fait un super boulot. Ils ont modélisé tout ça avec des systèmes d'ordinateurs pour la sécurité en batterie. Donc vous mettez 12 ordinateurs qui se supervisent en cascade, si vous voulez, pour un système de sécurité absolue. Bon, les véhicules peuvent se croiser à 600 km/h sans aucun problème, avec des ralentissements, accélérations, tout ça, c'est parfaitement anticipé. Et voilà, vous vivez à Tours. Aujourd'hui, il faut 1 heure pour aller à Paris. À Tours, ça doit prendre
je ne sais pas, les scientifiques le diront, mais moyennant le travail sur l'usure des matériaux, etc., bon, mais c'est toujours relatif à cette question d'usure essentiellement, mais on pourrait aller à Paris en quelques instants, sans avoir à conduire, évidemment. Hein, on est porté soi-même, on travaille, on dort, on fait ce qu'on veut, quoi. Ça serait intéressant. On changerait un peu d'époque, là, parce qu'on a encore... Oui. Si vous voulez, on n'avance pas, là. L'ère de la roue, c'était le néolithique, hein, je crois. Hein. Oui. Là, on stagne un petit peu, c'est sûr. Au niveau de la sécurité sociale, de ce qui est santé, le système de santé, la réforme des retraites, tout ça, vous envisagez ça comment? Là aussi, refonte complète. Il est totalement anormal que des personnes âgées se retrouvent avec 3 francs 6 sous, après avoir travaillé toute leur vie. Scandale total, donc il n'y a pas de solidarité, contrairement à tout ce qu'on nous raconte. C'est un mensonge. Vous avez des gens, j'ai eu un message hier, quelqu'un qui a 800 € par mois, une vieille dame qui a travaillé toute sa vie, et là on lui demande un rattrapage de 17 000 €. Vous croyez que c'est normal? Ça devrait être absolument illégal. La CAF devrait être interdite et même sanctionnée pour ce genre de courrier. Quand on voit une dette comme ça pour une personne qui a à ce moment de sa vie et qui a travaillé toute sa vie, la dette, c'est la CAF qui la prend sur elle, c'est tout. Elle a qu'à apprendre à mieux gérer ses fonds, parce que la CAF, elle en dépense de l'argent. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, à une époque, j'étais chômeur, je recevais 2 fois le même courrier, du même service. Hein. Alors qu'on paye 2 fois des gens pour vous envoyer la même lettre. Bon, donc il y a des économies, je crois qu'ils pourraient commencer déjà à en faire en interne, et puis je pense que ça irait beaucoup mieux. Mais par ailleurs, évidemment, il y a des réformes structurelles à faire. Il faut, je crois, aider les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté particulière, mais il faut surtout qu'on cesse avec le monopole de la sécurité sociale en France, qui est totalement obsolète, et qui d'ailleurs n'est plus, d'ailleurs depuis 92 en principe, la Sécu n'a plus le monopole, or elle vous l'impose, vous êtes obligé de passer par la Sécu en France, hein. Vous devriez pouvoir en être libéré, et puis il y a beaucoup de choses à dire, et beaucoup de choses à faire. Il y a un système de santé qui est extrêmement coûteux, mais qui est adossé au gros labo, vous le savez très bien, c'est un système qui ne soigne pas, voire qui empoisonne, donc il faut tout reprendre, sincèrement. Il faut tout reprendre, mais ici comme ailleurs. Pourquoi est-ce que je fais ma démarche? C'est pas pour juste aller changer un petit peu les choses. Il faut changer les choses en profondeur, complètement. Aujourd'hui, vous savez, il y a des tas de choses. Vous le savez, si vous suivez un petit peu la presse spécialisée dans le domaine de la santé, tous les ans, on fait des découvertes de centaines pas se tromper parce que je sais que ça va fâcher beaucoup de gens, mais d'usage de plantes en corrélation l'une avec l'autre pour combattre des maux. En fait, on n'a pas tout essayé parce qu'il y a des milliers de plantes. Donc petit à petit, des chercheurs font des mélanges de certaines plantes pour voir quels résultats ça pourrait donner. Parfois, on ajoute même des éléments. Par exemple, on a découvert que l'armoise annuelle, appelée artémisine et qui est devenue célèbre à cause de l'affaire Artemisia. Voilà, l'artémisia annua en latin, l'artémisine ou l'armoise annuelle, comme on disait au Moyen-Âge, associé avec du fer, les Chinois ont découvert que c'était un excellent anticancérigène. Excellent. Bon, ben voilà, oui, donc il faut faire énormément de travail pour arriver à obtenir. Parce qu'il faut un hasard extraordinaire. Je ne sais pas comment quelqu'un, un jour, en buvant un thé d'armoise annuelle, a dû faire tomber une pièce dedans en Chine, quelque part, et s'est aperçu qu'il faut quand même. Incroyable. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire qu'on ait réussi à trouver ça. Bon, mais voilà, chaque année, il y a des découvertes par centaines de nouvelles solutions contre des maux existants. Et je crois, moi, qu'il y a au moins une centaine de plantes par maladie. Et comme les plantes aujourd'hui, vous savez qu'elles sont interdites pratiquement, où il y a beaucoup de lois et de mesures qui ont été prises contre les plantes parce qu'on veut du brevet et qu'on veut faire de l'argent sur des molécules chimiques, donc on interdit les plantes, on a reculé sur un grand savoir qui était le nôtre jadis en France, spécialement en Europe, et on impose du médicament chimique avec des effets très spécifiques et localisés, sans tenir compte des effets secondaires sur l'ensemble de l'organisme. Bon, il faut revenir à une médecine beaucoup plus holistique, comme on dit, c'est-à-dire qui regarde beaucoup plus l'individu et beaucoup plus raccordée aux plantes, parce que les plantes sont une source extraordinaire de santé à très peu de coûts. Donc vous allez voir que si on arrive un peu à recourir à ça, les frais de sécu vont sacrément s'effondrer. Hein. D'ailleurs, les gens foutent le camp de la sécu. Aujourd'hui, vous savez, moi je rencontre que des gens qui me disent « Oh, vous savez, moi je suis passé aux plantes, je prends plus de médicaments, je rencontre que ça. » Personne me dit « Moi j'ai un énorme traitement que je fais avec mon médecin. » Ça c'est fini, les gens n'en veulent plus. Les gens, ils passent à des choses naturelles. Bien sûr. Eh ben, écoute, je vais passer la parole à mon collègue pour le chapitre 5, du coup. Merci à vous deux. On aborde un petit peu l'instruction des enfants. Volontiers.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Des choses à changer, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident. Je crois que l'instruction des enfants et l'éducation des enfants, c'est une chose qui a été confiée à l'État à tort. L'erreur fondamentale de la Révolution, c'est d'avoir voulu assister l'individu sur tous les plans. En assistant l'individu, on l'a privé de savoir-faire. Et ça, c'est un postulat extrêmement important. La Révolution s'est trompée là-dessus. Donc, l'instruction, il faut que, au moins l'éducation, les enfants, les parents, les familles les reprennent en main, véritablement. L'instruction peut être confiée éventuellement à des organisations autres que la famille, parce que la famille ne peut pas toujours le faire, ça je le comprends très bien. Il faut libéraliser évidemment l'instruction en famille, totalement. Il faut rester sur ce que nous avions jusqu'à récemment, c'est-à-dire une liberté absolue, je ne vais pas revenir entrer dans le détail, parce que c'est un peu spécifique, mais évidemment qu'il faut une déclaration quand même, parce qu'il faut qu'il y ait une surveillance, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui se passe dans les maisons, effectivement, pas plus qu'on est sûr de ce qui se passe dans les classes, donc il faut quand même avoir un coup d'œil. Mais il faut une véritable liberté, c'est tout à fait évident. Et puis, quant à l'école, il faut retrouver l'école, une vraie école, pas celle qu'on a, c'est-à-dire une vraie instruction qui n'existe plus, et toutes sortes de choses, et un grand respect des familles et des enfants. Bref, il y a pratiquement tout à refaire. L'école de Jules Ferry, qui a pu être performante à une époque, ne l'est plus. Donc il faut changer de postulat. Il faut changer, je crois qu'il faut changer beaucoup de choses dans les programmes aussi, parce que on continue à bourrer le crâne des enfants avec une littérature très datée, très marquée idéologiquement. Enfin bon, il y a beaucoup de postulats à changer, quoi. C'est une vieille institution poussiéreuse. Tout le monde le sait. Enfin, c'était déjà un mammouth à l'époque d'Allègre. Aujourd'hui, c'est un fossile de mammouth. Merci. On passe à un tout autre chapitre. Vous avez dit, je cite, « Avoir plus de moyens militaires que le gouvernement actuel, plus de gens et plus de force. » Fin de citation. Cette déclaration est certainement la plus forte de votre vidéo qui s'intitule « Coup d'État ». Doit-on considérer que la majorité des forces armées est derrière vous? Vous devez d'abord savoir que l'État est extrêmement fragile. L'État est beaucoup moins fort que vous ne pensez. À part ces quelques flics qui viennent vous tabasser dans la rue, derrière, il n'y a pas grand-chose, croyez-moi. Et si vous regardez les forces en présence, vous verrez aussi beaucoup de corps, notamment d'élite, qui n'ont aucune envie d'aller se battre pour l'individu qui occupe actuellement le palais de l'Élysée. Voilà, là je vous donne des pistes. Et ce qui est de l'armée, du coup, ça... quand même... Dans l'état actuel, dans l'état, beaucoup de gens sont parfaitement disposés à renverser le gouvernement. Actuellement, il y a un véritable ras-le-bol qui touche beaucoup de gens, y compris dans les ministères et les états-majors. Mais ce n'est pas un secret. Déjà, Hollande a fait barricader le boulevard Saint-Honoré, c'est bien parce qu'il avait la trouille. Il n'a pas confiance lui-même dans ses forces de police et de sécurité, je vous le garantis. Le Macron, là. Ni Hollande ni Macron sont très fiers là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'il essaie d'arroser avec des primes, etc. Parce qu'ils sentent bien qu'il y a une grogne quand même. Hein. Et moi, j'en ai des messages de la part de flics, de policiers ou de militaires qui ont plus que marre. Vous savez que, je vous donne un tout petit exemple comme ça. Les soldats qui partent en Afghanistan, ils sont censés ils ont une assurance. Et ils sont censés utiliser un certain matériel qui est fourni par l'armée qui très souvent n'est pas à la hauteur des circonstances. Donc ils sont obligés de s'acheter des choses dans des magasins spécialisés. D'accord? Des bonnes chaussures, des bons gants, un bon casque, etc. Parce que le truc de l'armée, c'est obsolète. Bon. Eh bien, si les gars se font blesser ou tuer avec du matériel qui n'est pas strictement celui de l'armée, ils touchent rien. Il n'y a pas d'assurance. La famille va se faire voir. Donc, pendant que la République fait du flonflon et la jolie petite cérémonie avec le cercueil et le drapeau dessus, derrière, c'est « allez vous faire voir, vous n'aurez pas un radis. Votre bonhomme, il est mort pour rien. Parce qu'il a eu le malheur d'avoir une ceinture qu'il a chopée chez Decathlon. » Vous saviez ça? Alors, vous croyez que les soldats, ils n'en ont pas marre de ce genre de truc? Et vous croyez que les mecs qui reviennent et qui ont des maux de tête effroyables parce qu'on les a forcés à prendre des pilules ou des trucs dans des seringues, ils ne savent pas ce que c'est et qui deviennent fous. On leur dit mais oui c'est normal, c'est le post-traumatique, c'est la guerre. Et le gars dit mais moi j'ai jamais vu la guerre, je me suis jamais battu. Comment ça se fait que j'ai des maux de crâne et je me sens mal, j'ai envie de me flinguer. Vous savez que 50% des gens qui ont des séquelles post-traumatiques n'ont jamais vu la guerre, vous le saviez ça?
Bon. Vous voulez qu'on parle des policiers qui nous disent que actuellement les attaques de commissariat sont dirigées par d'autres flics? Ils le savent, hein, les policiers savent très bien qu'on envoie, parce qu'on veut que la presse parle des attaques de commissariat, donc on instrumentalise des gens. Vous savez que durant les manifestations Gilets jaunes, la police convoyait des Black Blocs dans les véhicules? Vous savez qu'aux États-Unis, vous savez très bien qu'avec les Black Lives Matter, c'est les flics qui amenaient, les flics ou des services para-étatiques ou paragouvernementaux, parce que là-bas c'est des gouvernements indépendants, enfin il y a des États, amenaient des monceaux de pavés sur palettes dans la nuit avant la manifestation. Vous l'avez vu, ça? Ils l'ont fait avec les Gilets jaunes aussi. Il y avait des palettes qui étaient prêtes avant les rassemblements ça, pour y mettre feu. Je ne le savais pas, mais vous voyez. Voilà. Très bien. Donc, le ras-le-bol, il est énorme et je vous assure, au moment où je vais arrêter M. Macron et je vais lui passer les menottes, toute la France va applaudir, et pas seulement la France, le monde entier, toute l'Europe va rigoler, et le monde entier aussi. Je ne pense pas qu'il y ait 10 Pékins qui se plaignent. Hein. Enfin, parmi les honnêtes gens, en tout cas. Vous vous rendez compte de la force de l'impact que peut avoir cette déclaration sur la population française en ce moment, le 21 octobre 2020, sachant que cette vidéo va être fortement relayée, à mon sens. C'est du droit strict de la population. C'est le droit du peuple d'arrêter, d'agir des mauvais gouvernants. C'est la lutte contre la tyrannie. C'est un monsieur qui n'a plus sur sa tête le strict minimum de soutien populaire. Donc c'est le droit absolu du peuple de dire ça suffit. On vous met à pied, on vous arrête. Et éventuellement, on va vous poser des questions sur des faits graves. C'est tout, je suis parfaitement dans le droit en disant ça. Hein. Il n'y a rien de scandaleux dans ce que je dis, c'est totalement normal. D'ailleurs, je m'étonne même que ça surprenne des gens, parce que c'est votre droit à vous, citoyens, de faire les choses normalement. Vous savez qu'un policier qui vient, par exemple, commettre à votre intention, à votre rencontre, vient commettre un forfait, un délit, vous êtes en devoir de l'arrêter, normalement. Vous n'êtes pas censé dire merci, arrêtez de taper, hein. Vous êtes censé l'arrêter, parce qu'il commet un délit. Ça, c'est marqué, c'est noir sur blanc. Donc, c'est pareil pour les politiques. Un politique qui vole, qui assassine, qui viole, ou qui je ne sais quoi, ou provoque un naufrage national, vous êtes en devoir de l'arrêter. C'est pas seulement que vous avez le droit, c'est que vous avez le devoir de l'arrêter. Parce que vous avez la nécessité de sauver le reste du peuple. Ce confinement, maintenant, tout le monde sait que c'est une aberration totale, qu'il n'a plus aucune justification politique. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, mais tout ajouté bout à bout, vous faites un devoir d'agir contre ce gouvernement. Ça me paraît évident. Je n'ai pas dit qu'on allait les fusiller, je n'ai pas dit qu'on allait les pendre. J'ai un propos qui tient la route du point de vue légal et constitutionnel, mais il faut le faire. Voilà. Je vous remercie pour cette réponse. Un autre sujet fort et important pour la population française. Vous avez annoncé dans votre vidéo donc qui s'intitule Coup d'État, la fin de la traite des êtres humains, la fin de la pédocriminalité, c'est le bon terme, la fin des placements abusifs d'enfants, la condamnation de la corruption, que ce soit de la part de politiciens ou de juges. Nous confirmez-vous avoir assez de pouvoir, de réseaux d'information et d'appui pour atteindre ces objectifs ambitieux? Un changement de régime permet tout ça, bien sûr. Changer de régime. Vous changez de régime, vous avez donc les rênes pour prendre de nouvelles décisions. Et donc vous établissez des choses. Bonaparte, il établit le code civil. Personne ne l'a empêché. Hein. Donc on établit des nouvelles règles. Sauf que, contrairement à Bonaparte, plutôt que d'écrire du texte, on va plutôt en désécrire. Bien sûr, ça relève de l'événement historique, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? À partir du moment où vous accédez au pouvoir et que vous avez le pouvoir de le faire, vous dissolvez des chambres, etc., bon, bah, vous recréez des règles du jeu, autant qu'elles soient complètes, et bien évidemment, vous n'avez pas laissé derrière vous des activités de traite d'enfants, de trafic d'organes, etc. Évidemment, ça me paraît totalement basique. Je vous pose cette question parce que ce sont des thématiques qui émergent de plus en plus sur les réseaux sociaux, énormément aux États-Unis et maintenant un petit peu en France aussi. Il commence à y avoir des scandales qui sont divulgués par les services de renseignement, entre autres. C'est pour ça que je vous interrogeais par rapport à ces problématiques de traite de femmes, d'enfants, d'êtres humains pour diverses raisons, la drogue, etc. Tout ce qui peut être lié à ces réseaux qui sont vraisemblablement les mêmes et gérés par les mêmes.
Que comptez-vous faire de ces personnes qui sont les plus malfaisantes de notre société actuellement? Arrestation immédiate, saisit tous leurs biens et on leur fait rebâtir éventuellement à main nue Cayenne. Je ne pense pas qu'il faille les garder sur le territoire national, Cayenne ou ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il faut les arrêter, c'est évident. Trafiquants de chair humaine, on les arrête. Et moi, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Ou ailleurs, il y en a un qui m'a dit Kerguelen, parce que Kerguelen, c'est plus isolé qu'ailleurs. Mais il faudra leur demander des comptes, évidemment. Mais c'est ce que la justice était censée faire jusqu'à il y a peu. Hein. Très bien, bonne transition. Dans votre vidéo, vous annoncez la réduction du nombre de lois, la modification du code pénal. Par quel biais pensez-vous pouvoir atteindre ces objectifs? Et si vous pouvez y répondre, dans quel délai? La dissolution des lois, alors ça c'est une bonne question, parce que je me suis beaucoup posé la question, et que c'est une question sur laquelle nous échangeons pas mal avec de très bons juristes et de très bons constitutionnalistes. Vous devez d'abord savoir que, comme le disait Perfit il y a quelques années, si vous voulez changer un code, il faut pratiquement repartir à zéro. C'est le mettre à la poubelle pour démarrer à zéro, pratiquement. Parce qu'il y a un tel enchevêtrement qu'aujourd'hui, si vous touchez, si vous voulez, c'est un petit peu comme un Mikado, quoi. Vous touchez à un truc, vous avez des renvois un peu partout dans le texte et il faudrait donc modifier, etc. À telle enseigne que même aujourd'hui, quand l'État fait une loi, le temps que ce soit répercuté dans les codes, ça prend parfois des mois, voire des années. Par exemple, encore aujourd'hui, la CAF vous dit, vous ne touchez pas à l'allocation de rentrée scolaire pour un enfant qui a 3 ans, alors que l'allocation de rentrée scolaire est due à tous les enfants. Mais eux, ils n'ont pas encore inscrit, ils n'ont pas le temps. Parce que la loi a été votée déjà il y a un bon moment, hein, c'était l'année dernière, la loi Blanquet. C'est toujours pas. Là, ils vous disent non, je ne paye pas. C'est illégal, c'est anticonstitutionnel, ils doivent la payer. Bon. Mais donc, vous touchez à un bout de la loi, c'est infernal, c'est un nœud gordien. À détricoter, c'est infernal. Vous bougez un truc, ça bouge dans tous les sens, il faut faire 50 000 renvois, puis des renvois qui reviennent, des alinéas, des paragraphes, extrêmement compliqués. Donc ça va être compliqué, c'est un travail, je pense qu'il y a des gens qui seraient capables de le faire, mais là il faut réunir des gens extrêmement compétents dans le domaine de la loi et arriver à détricoter progressivement, supprimer de la loi, supprimer, parce qu'on a beaucoup trop de lois, et pour ce qui constituera des impasses, des choses compliquées, dissoudre et repartir à zéro sur certains pans de la loi et des textes. Donc revenir en arrière, ça, je pense, possible, mais ça demanderait effectivement un travail spécifique. Par ailleurs, il y a des codes qu'on peut facilement dissoudre parce que il y a des codes comme le code de l'éducation précisément qui violent la loi, qui la trahissent. Donc un code qui trahit la loi, parce que vous savez ce que c'est qu'un code? Un code, ça réunit tous les morceaux épars de la loi au sujet d'un sujet donné, ça les met dans un même bouquin et puis c'est censé être plus lisible. Mais seulement dans l'opération, ils sont arrangés pour modifier la loi, pour changer. Donc on dit dans le code des choses qui ne sont pas dans la loi. Et on oublie de dire dans le code des choses qui sont dans la loi. Donc certains codes, il faut les foutre à la poubelle, et puis d'autres, on va les réformer. Et c'est très compliqué, mais il y a des très très bons spécialistes en France. Vous savez, si vous regardez bien, si vous vous intéressez aux questions, dans le domaine des lois, dans le domaine du droit, il y a des très très bons spécialistes qui sont capables de vous dire ça, je sais comment faire, ça on peut le... Il y a des spécialistes du Rubik's Cube législatif ou légal, ça existe, hein. Il y a des gars qui sont très très forts. Donc on demandera à des très bons spécialistes de plancher là-dessus et d'agir vite, de faire vite, rapidement. En attendant, on peut suspendre, hein. C'est pas très compliqué. Moi, je pense qu'il faut suspendre l'impôt, par exemple. On dit aux gens, écoutez, cette année, vous ne payez pas, on verra si vous payez l'année prochaine, pour l'instant, vous ne payez pas. De toute façon, si vous payez, ce sera moins, mais le temps qu'on met tous en place, on fait un moratoire. C'est pas compliqué. D'accord? Il n'y a plus de peine pour manifestants ou bidule, gilet jaune, on a le droit de porter le gilet jaune, il n'y a pas de raison qu'on écope d'une amende, hein, ça c'est fini, on suspend. Déjà, en attendant de supprimer ça dans le texte, c'est suspendu. C'est les moratoires. Voilà. On suspend les amendes de radar, par exemple. Il faut arrêter avec ça, c'est un véritable racket. Donc on suspend. Alors le radar il continue à fonctionner, mais vous ignorez l'amende et vous ne serez pas poursuivi. On peut suspendre, on peut faire des choses comme ça. Et puis après on détricote et on écrit aux gens, votre amende n'est pas due, elle est annulée. Tout ça on peut le faire. C'est pas, y a pas, si vous voulez techniquement il n'y a pas de problème, on peut tout faire. Après il y a effectivement une question de durée, mais tout est possible. Il y a des solutions pratiquement à tout. Pratiquement rien n'est impossible. Merci. Un sujet qui nous intéresse particulièrement sur cette chaîne. Vous avez annoncé que vous annuleriez les peines qui ont été données aux citoyens punis à cause de l'expression de leurs opinions. Quelles seraient les conditions concrètes qui permettraient à tous les citoyens de recouvrer leur liberté d'expression en France sous votre gouvernement? Tout individu qui aurait été condamné par des lois Pleven, Guesso, Rocard et autres, délits d'opinion, sont immédiatement libérés et rétablis dans leurs droits et dans leur dignité.
Moi, je crois qu'il faut revenir à ce qui existait jadis. Il faut punir, sans aller jusqu'à la peine de prison, mais il faut punir l'attaque telle que la diffamation et la calomnie. Moi, personnellement, nique ta mère, pour moi, c'est une attaque qui devrait être sanctionnée. Dans la rue, une vieille dame passe, se fait insulter. Bon, bah, moi, je trouve que ça va être pénalisé. En vrai, je dis pas prison forcément, mais ça doit être pénalisé. Mais quelqu'un qui écrit un livre et qui va en prison pour ça, tant qu'il n'y a pas de calomnie, d'insulte caractérisée vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis ou d'une religion, effectivement, parce qu'il faut respecter. Il faut respecter, bien sûr, des convictions. On ne peut pas dire tous les sont des pourritures. Hein, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire tous les hindous sont des pourritures. C'est pas possible. D'accord ? Donc ça, on ne peut pas l'écrire non plus. Parce que on retombe sur la calomnie, la diffamation, etc. Hein, ça existait déjà autrefois. Mais on n'a pas ajouté là-dessus votre mentalité générale n'est pas autorisée, donc je vous jette en prison. Ça, c'est pas possible. On qualifie un fait ponctuel, mais on ne peut pas qualifier une pensée générale. C'est impossible. Donc, on supprime tout ça. Supposons que votre chaîne soit dédiée au culte de Moloch Baal, par exemple. Vous êtes très intéressé, vous avez lu Alix, La Griffe Noire quand vous étiez jeune, BD, vous vous souvenez, donc là-dedans, on parle de Moloch Baal, bon, il sacrifiait les petits-enfants, etc. Bon, bah, vous aimez ça vous intéresse, vous n'avez pas dit que vous étiez pour le meurtre des petits-enfants, mais vous trouvez que le culte est intéressant, pour ceci, pour ça. Je ne vois pas pourquoi on vous condamnerait. C'est votre problème. C'est éventuellement votre névrose, mais on ne peut pas condamner ni des névroses, ni des opinions, ni des... On ne peut pas. On ne peut pas. On a le droit je crois, il faut qu'on puisse avoir le droit de dire ce qu'on veut dans ce pays, ce qui n'est pas le cas. Il y a plus de liberté en Russie aujourd'hui, d'après ce que disent les journalistes, qu'en France. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Et pourtant, la Russie, que je sache, c'est plutôt un régime assez fort, voire autoritaire. Nous avons un grand problème en France de désinformation et de propagande. Comment comptez-vous reprendre le pouvoir des médias, avec les médias, sur les médias, je me permets de mettre les nuances, afin que le peuple soit enfin informé sur l'actualité réelle comme il devrait l'être? Très bonne question aussi. Vous n'avez que ça d'ailleurs. Alors, il y a deux choses. Là, ici, il y a les médias nationaux, puis il y a les médias internationaux. Donc, les médias nationaux, arrêt des subventions. Et je crois qu'il va falloir entendre quand même un certain nombre de rédactions sur un certain nombre de choses qui ont été dites depuis des décennies, qui ont été de la propagande et du bourrage de crâne. Sincèrement. Je pense que c'est vraiment honteux. Il y a eu un excès. Bon. Donc, il va falloir repenser à cette histoire d'information et d'information propagande en France. Donc il va falloir libéraliser ça au bon sens du terme, c'est-à-dire rendre ça, je pense, à des entrepreneurs ou des associations qui ont un véritable sens et un scrupule. Donc il va falloir établir des chartes. Là, cette fois-ci, il faudra en écrire, mais sans en faire tout un truc de 800 pages. Je pense qu'il faut qu'il y ait des systèmes d'évaluation de la corrélation des faits énoncés et de la réalité. On peut le faire, je pense que c'est pas extraordinairement compliqué. Est-ce que ce que vous avez dit s'est vérifié dans le temps? Et s'il y a une accumulation de pipeaux, si vous voulez, au bout d'un moment, il faudrait qu'il puisse y avoir, au bout d'un moment, une sanction. Ou au moins un démenti. Ouais. Oui, mais un vrai démenti dans ce cas-là, parce que les démentis, ils entrefilaient au bout de 3 mois, après que le type se soit suicidé parce qu'on a dit qu'il était ceci, cela, c'est pas suffisant. Arrêt des subventions, ça me paraît évident. Un journal, il faut qu'il ait un lectorat. Je ne vois pas pourquoi on donnerait de l'argent à des journaux qui n'ont pas de lecteurs et on les maintient en vie. Pourquoi? C'est parce que c'est de la propagande, c'est pour ça, tout simplement. Si on les maintient en vie, c'est que c'est de la propagande. Donc, arrêt des subventions publiques. Je ne vois pas pourquoi le public, par ses impôts, surtout ceux qui ne lisent pas de journaux, je ne vois pas pourquoi ils payent des impôts pour les journaux. Les journaux n'ont qu'à vivre avec les recettes qu'ils font auprès de leur lectorat. Et je pense aussi qu'il faudra limiter l'apport des annonceurs, parce que vous savez que les publicitaires sont très puissants dans les journaux. Ils sont capables de modifier tel ou tel propos. J'avais autre chose à vous dire à ce sujet, mais ça m'échappe maintenant. Et le deuxième volet, c'est donc les Gavi. Oui. Allez-y. Et là, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout ce qui est, c'est américain essentiellement. Ils ont des branches en France. Ah, vous voulez dire les GAFA, c'est ça? Les GAFA, pardon. Les GAFA. Oui. Non, Gavi, c'est dans le secteur médical, mais ils sont pas forcés. Enfin, je donnerai pas d'avis puisque c'est la ligne de conduite de notre émission. Oui. Je pense que là, il faut interdire la censure.
sauf encore une fois dans le cas de diffamation qualifiée, calomnie. Mais c'est absolument scandaleux. Facebook France, c'est le plus censureur du monde, je crois. Hein. C'est scandaleux. Quand on vous ferme une page parce que vous avez parlé de la chloroquine. Attendez, dans quel monde on est? Et ça se prétend communauté tolérante et libre. On se moque du monde. Ce sont des relais en fait de l'État profond américain, vous le savez très bien. Hein, vous savez très très bien. Donc c'est très politisé derrière et ça soutient un système qui veut reprendre les rênes aux États-Unis et qui donc supprime de l'information. On a vu plein de chaînes supprimées récemment. C'est honteux. C'est appréciable que vous en soyez conscient, mais nous, effectivement, on le vit au quotidien, cette censure qui est devenue complètement affolante et énorme. Ah oui, énorme. Quel lien avez-vous avec les autorités étrangères, notamment en Europe, en Russie ou aux États-Unis, si vous en avez? Je n'ai pas de lien direct avec aucun État et aucun service. Je suis absolument libre. Je suis piloté par personne et payé par personne. Donc ça, c'est un point, je le dis en passant. Mais je serais enchanté de pouvoir discuter avec des gouvernements étrangers. Je l'ai fait un petit peu quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais je n'ai pas pour l'instant plus de relations que ça avec des chancelleries ou des gouvernements. Merci. Cela dit, on m'écrit de partout, dans toute l'Europe, on me dit bravo pour ce que vous faites, on aimerait bien faire pareil, et j'ai un ou deux personnages qui se sont très très inspirés et qui songent à faire la même chose dans leur pays. Alors là, je ne dis rien pour l'instant, mais il risque d'y avoir des petites nouvelles intéressantes de chez nos voisins. Octobre rouge, certains comprendront. En dehors de la guerre informationnelle qui sévit actuellement, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vous pose quand même la question, doit-on s'attendre à une guerre militarisée en France? Je l'espère pas et je ne pense pas que le système en fait en ait besoin. Parce que le système a obtenu la quasi-destruction des populations de leur civilisation de manière générale. Donc il n'a pas besoin. Et leur submersion également. Donc je ne crois pas qu'il ait besoin d'une guerre mécanique, mais peut-être qu'il le fera, c'est possible. En tout cas, les moyens sont déployés, en effet. Et c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de faire les choses de manière civile. Il faut que le peuple prenne ses dispositions et fasse ce qu'il faut pour empêcher ce genre d'événement. Il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Merci. Je passe de nouveau le relais à ma collègue pour changer d'interlocuteur et de voix. Et pour la poursuite des questions, merci à vous deux. Alors, moi, je voulais savoir quel était un peu votre point de vue sur l'actuelle pandémie et sur les mesures sanitaires qui ont été mises en œuvre dues au Covid-19. Bon, là, vous me demandez un avis sur des choses qui relèvent de la vie civile et qui, en principe, n'est pas ce sur quoi je devrais m'exprimer. Parce que mon objectif, vous l'avez compris, c'est de changer de système et d'opérer un sauvetage des populations. Je crois qu'il y a autour de tout ça une gigantesque opération de manipulation. Et je crois que le confinement en soi est une arme, en fait. Une arme qui permet de beaucoup de choses. Et notamment de détruire une très grande part des petites économies familiale, locale, dans le monde entier. Donc je crois que c'est voulu. Je suis même absolument sûr, c'est évident. On a d'ailleurs, c'était annoncé, donc c'est absolument évident que tout ça est parfaitement orchestré, d'autant que c'est entretenu alors qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas une mortalité suffisante pour le justifier. Donc voilà. Je voulais votre avis, je l'ai eu. Merci beaucoup. C'est la dernière question, c'est ça? C'est la dernière. On arrive à la dernière question, donc c'est un peu pour tirer cette interview. Quand est prévue la libération du peuple français? Ça, je ne vous le dirai pas, évidemment. Hein, évidemment. Il y a des gens qui me disent je veux l'organigramme complet, je leur dis non, ça vous l'aurez pas. Dites-nous la date, je ne vous le dirai pas. Et puis, les gens posent beaucoup de questions, évidemment. Alors, je comprends, hein, mais
Il y a une urgence et un drame absolument épouvantable. Il faut surtout, je crois, alors s'il y a un message, une réponse à donner aujourd'hui à la population, c'est on le fera quand vous serez vraiment décidé à faire quelque chose. Et plutôt que de vous projeter dans un avenir lointain, posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez faire maintenant, à votre échelle, pour que les choses se passent bien. Et plus on sera fort, moins il y aura de casse. Si vous voulez, si vous présentez devant le château fort avec 800 000 hommes, les gars dedans ils disent bon allez on va pas se battre, c'est pas la peine, ça va mal se terminer. Mais si vous présentez avec 15 pelés et 3 tondus, les gars dedans ils vont se dire on va y aller, on va pas se laisser faire. Donc plus on est nombreux, évidemment, s'il y a une marée humaine qui se présente dans Paris face à quelques centaines de policiers, ben, les policiers reculeront, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Et le gouvernement sera obligé de tomber. Donc il faut être véritablement nombreux. Cela dit, je sais très bien qu'on n'aura jamais une marée humaine, donc il nous faut un nombre limite, que je ne vous dirai pas, mais que nous savons, de gens qui techniquement savent y faire, sur le terrain, et à ce moment-là, on peut le faire, en nous assurant que le peuple soit suffisamment avec nous. Et c'est pour ça que j'ai annoncé la couleur à l'avance, parce que les gens me disent, oui, un coup d'État, ça ne s'annonce pas. Mais si, justement, parce que si vous ne l'annoncez pas, vous êtes dans la clandestinité. Ça veut dire que vous faites des choses dans le dos des gens. Donc finalement, vous faites exactement ce que le gouvernement et les francs-maçonneries font, sauf que vous allez le faire différemment. Et c'est pas mon idée. Donc 2 points là-dessus. Je ne souhaite pas qu'il y ait une gouvernance qui remplace la précédente à peu près sur le même mode. Je veux qu'on change complètement les règles du jeu. Et d'autre part, je veux annoncer les choses aux gens de façon à ce qu'ils fassent leur choix. Si les gens ne veulent pas, ben rien ne se fera, évidemment. Si toute la population dit « Non, c'est hors de question, continuons, je préfère mourir tranquillement à petit feu comme ça », eh ben on fera rien, c'est évident. D'accord ? Mais je crois que ce n'est pas le cas quand même. Je veux que les choses soient annoncées, de façon aussi qu'on soit dans une légalité, parce que le peuple s'exprime et il dit « Nous ne voulons plus de vous », c'est parfaitement recevable, hein, je veux dire, il n'y a rien à dire, on n'est pas dans le complot secret. Hein. Donc on dit aux gouvernants « Nous ne voulons plus de vous, on va anticiper, on ne va pas attendre les élections, on va anticiper, on ne veut plus de vous, et en plus on ne veut même pas du système qu'il y a derrière vous. Donc on veut changer en fait les règles du jeu. On ne veut pas des élections anticipées, parce qu'on va retrouver des gens qui vont retomber sur les mêmes postulats de base. Or, ces postulats, ils sont faux. Donc, en fait, on ne veut plus de votre système. Voilà. Et merci à vous, d'ailleurs, parce que grâce à vos bêtises, nous avons pris conscience que c'est pas seulement vous qui posez problème, c'est un ensemble de choses dont nous ne voulons plus. Nous voulons retrouver notre liberté, que nous n'avons plus. Nous voulons retrouver le bonheur et la joie de vivre. Nous voulons retrouver des revenus, parce que mes arrière-grands-parents pouvaient s'acheter une maison au bout de 15 ans de travail, ce qui n'est plus le cas au terme de toute une vie. Nous voulons une véritable justice, et que quand je porte plainte pour le vol d'une poule, ça ne me coûte pas le prix de la ferme, hein, par exemple, en faisant traîner pendant 12 ans l'affaire. Je veux une véritable sécurité dans les rues, etc. etc. Voilà, je crois, l'ensemble des choses que le peuple est à bon droit de dire. Le mot de la fin, on vous le laisse ? Je l'ai dit. Je vous remercie beaucoup pour relayer ce propos. Et je suis à votre disposition pour d'autres informations si vous avez besoin. Et puis je vous dis, hardi, soyons courageux, n'ayons pas peur. Pensons que nos arrière-grands-parents ont vécu souvent des choses beaucoup plus difficiles et ils avaient beaucoup moins peur que nous. Ils étaient confrontés parfois à des choses très très dures. Ils n'avaient pas l'assurance sociale, ils n'avaient pas la retraite, ils n'avaient pas tous les conforts qu'on a aujourd'hui. Je dis ça souvent à des personnes qui se plaignent, je suis débordé, j'ai plus une minute à moi. J'ai pensé à vos arrière-grand-mères qui n'avaient pas de machine à laver, qui n'avaient pas de machine à laver le linge, qui n'avaient pas de machine à laver la vaisselle, qui n'avaient pas de sèche-cheveux, il n'y avait pas de supermarché, on faisait toutes ces courses d'un coup, il fallait faire tous les petits magasins les uns après les autres, et puis on n'avait pas de retraite, et pourtant elles étaient courageuses, elles se tenaient mieux debout que beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Donc soyons forts, retrouvons un peu de courage, d'étoffe, et soyons des citoyens, parce que c'est nous, encore une fois, qui sommes les véritables souverains de ce pays. Donc un appel est fait à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois. Bientôt. À très bientôt. Avec Merci plaisir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.